Mothership, retour dans l'espace. We back. Le secteur de Norska, la planète Votan 3, 0623, temps universel galactique. Votan 3, sa surface plongée dans l'obscurité. Un orbe bleu, profond, niché au creux d'un drap de velours noir. Un agrégat de poussière et de gaz forgé à travers les âges, voguant autour de son étoile. Une impression de sérénité, la pureté de la mécanique céleste. Puis, quelques points lumineux épars à sa surface viennent troubler cette sérénité. Puis de gigantesques taches signalent les mégastructures, ces cités industrielles qui ne dorment jamais. Les stigmates d'un appétit vorace, d'une humanité assoiffée de ressources. Les tumeurs lumineuses s'estompent, alors que les lueurs orangées de l'étoile de type K5 dardent à l'horizon. Le lever de soleil orbital dévoile une activité frénétique autour de la station Wagner, en orbite basse, autour de Votan 3. Des convois de barges rudimentaires effectuent la navette entre la surface et les docks de la station, charriant chaque mois des milliards de tonnes de métaux. Le chantier de l'ascenseur spatial, amené à remplacer ce pont orbital, attire son propre essaim de vaisseaux. Des drones affairés à tresser méthodiquement chaque jour 3 mètres de nanocarbone titane. La station Wagner, un assemblage longiligne qui s'étend sur 744 mètres. De longues poutrelles forment sa colonne vertébrale et l'avenue principale qui dessert les différentes sections. De multiples sphères et cylindres en rotation, ainsi que quelques zones délaissées, laissées à la pesanteur. Des panneaux grêlés de micro-impacts, micro-fracturés, divers motifs peints, repeints, recouverts, dégradés. Des indicateurs parmi tant d'autres d'un entretien laxiste. La maintenance n'a jamais vraiment payé. « 0730 GUTC. Les bottes du capitaine Janos claquent sur le dallage, avec un léger écho. À ses côtés, Willam. Le léger bourdonnement émis par ses prothèses a un son familier d'une certaine manière rassurant pour le capitaine. C'est la soirée et les gens commencent à rejoindre leur domicile ou les quelques bars et restaurants. Vous vous dirigez vers le Gravity, un club où vous avez vos habitudes et où votre fixeur habituel, Eugenio Mendel, vous a arrangé un contrat. Un contrat assez simple, mais à haut risque. Loin d'être une combinaison appréciée par Arcadianos, mais il est extrêmement lucratif. Et au vu de la maintenance prochaine du vaisseau, de son vaisseau, le Gautama, ce dernier point a été décisif. Il a besoin de ce contrat, il a besoin de ses crédits. Tout est arrangé normalement, en effet. Un saut vers une zone précise d'un secteur peu cartographié, une cliente qui a un objectif, mais il n'en sait pas plus. Il arrive enfin au Gravity, avec un néon de style rétro synthwave, un club qui a eu son heure de gloire à l'époque où les gravités multiples étaient voilà, un jeu qui intéressait beaucoup de monde. Maintenant ça s'est un peu dégradé, son atmosphère datant du XXe siècle inspire peu les clients. Vous rejoignez la salle 80 où vous attend votre cliente, Charlie Calderon. Vous la voyez attablée avec son associé, un homme dont le bas du visage est couvert par un masque.
Charlie, je te laisse te décrire et éventuellement inviter les nouveaux arrivants à ta table. Alors oui, donc je suis Charlie Calderan, je suis une jeune femme d'environ 35-38 ans, vous voyez le visage assez sévère, une forme plutôt athlétique. J'ai un passif un petit peu de corporation, j'étais employé auparavant par une corporation japonaise. Et après une dizaine d'années, j'ai monté ma propre entreprise dans le marché de la data, de l'information principalement, qui est plutôt assez risqué, donc toute la revente d'informations à travers différents systèmes, et j'officie principalement entre le secteur, enfin le système de Dharma et Propero. Sachant que à peu près en look vestimentaire, j'ai un petit peu le look d'une baroudeuse, c'est-à-dire que j'ai un pantalon de cargo vert, et vous voyez un haut de corps, un t-shirt assez serré, assez moulant, noir. Une paire de Rangers au pied également. Vous voyez une montre d'une solide facture, d'un noir un type vraiment acier, assez robuste. Donc vous voyez que cette personne est plutôt du genre sportif, avec un air déterminé. Voilà, quelqu'un de volontaire. Werner, qui est à tes côtés, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Ce que je peux vous dire, c'est donc que je m'appelle Werner Osvaldo. C'est un scientifique, disons indépendant, voilà, qui, au gré des découvertes et autres, voyage à travers lui aussi le système Dharma, où ses parents l'ont traîné tout le long de son enfance, parce qu'eux-mêmes scientifiques, ils les avaient évidemment suivis dans leurs recherches. Mais malheureusement, à certains moments de sa vie, ses parents ont pris domicile à un endroit qui était exposé à certains rayonnements néfastes à la croissance et à la santé des occupants de la station. Ce qui a fait que le pauvre Werner a pris pleine face tout ça, et donc a eu des gros problèmes de croissance et de maladies et autres. Mais ses parents, convaincus que la science allait le sauver, que c'était pas si grand problème que ça. Sauf que, au vu de son visage que vous voyez très pâle, il a les yeux rouges comme quelqu'un de malade. En effet, il porte un masque, et un masque devant devant sa bouche, devant ses yeux. Il est habillé de façon à... on voit pas sa peau, quoi. Il a des gants, il a une grande tenue en cuir, il a un grand manteau et une capuche où on distingue là à peine donc, le visage que je vous ai décrit avec les lumières de la boîte du club où on est. Il est plutôt discret, de côté. Il aime bien justement être dans son coin, trifouiller des choses, et on pourrait peut-être distinguer quelques formes un peu plus qui sortent un peu de cette petite silhouette au niveau de sa stature, puisqu'il il est adepte justement, oui, en effet, de la modification cybernétique et autres. Et lorsque vous l'entendrez parler, je vous le dis maintenant, il a comme un peu la voix vous voyez, du général Grievous dans Star Wars. Cette voix un peu robotique, un peu coupée, et lorsqu'il parle, son débit est coupé par de la respiration due à ce masque, parce que vous l'imaginez, comme je le disais, assez malade. Et là, il est à côté de Charlie, et comme je disais, un peu au fond du siège, observateur, mais de côté, quoi. Il se met pas en avant, contrairement certainement à elle, qui a l'air plus droite dans ses bottes que lui. Donc, le capitaine Janos, Arkady Janos, qui se présente, qui est un homme d'un certain âge. On sent qu'il a pas mal bourlingué, qu'il a eu même plusieurs vies. Lui aussi a un passé dans les corporations, qui s'est pas forcément bien terminé, qui l'a amené à rechercher la liberté, l'indépendance, à changer de vie complètement. Et il a investi toutes ses ressources dans un vaisseau, le Gautama. Et donc maintenant c'est un freelancer, c'est quelqu'un qui loue ses services, ou qui transporte des marchandises, ou qui peut transporter des personnes. Euh, voilà, il a choisi cette vie de liberté qui a un coût énorme,
Faire fonctionner un vaisseau, le maintenir en état de fonctionnement, le payer l'équipage, etc., c'est des sommes colossales. Et donc ça oblige parfois à accepter des missions qui sont moins engageantes que d'autres et potentiellement nettement plus dangereuses, mais bon, c'est la liberté à ce prix. Et dans le cas de ce type de mission, il décide souvent de partir avec un équipage allégé, c'est-à-dire son fidèle bras droit, William, et un vieux technicien qui était là même avant qu'il prenne possession du vaisseau, qui travaillait déjà pour l'ancien propriétaire, Isaiah, que Charlie et Werner rencontreront un peu plus tard. William, est-ce que tu as quelques mots pour te décrire peut-être? Alors, Willam, je suis un androïde, du coup actuellement technicien et pilote auprès d'Arcadie Lanos. Ça fait une petite dizaine d'années que je travaille avec lui. J'étais dans le passé superviseur pendant très longtemps sur une exploitation minière située dans les anneaux de Sangai 3. Et grande histoire, on l'a fait courte. Il y a eu une explosion, j'ai perdu 2 jambes, un bras. J'ai été rafistolé avec du matériel pas forcément haut de gamme. J'ai commencé avec des chenilles aux jambes, à la place des jambes, etc. J'ai mis pas mal de temps, pas mal d'années à essayer de retrouver des prothèses et qui soient valables et surtout qui me permettent de fonctionner correctement. Voilà, j'ai une vision assez noire de l'humanité. Je me demande même pourquoi est-ce qu'on m'a aidé en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on m'aide encore. C'est quelque chose que j'arrive pas à percer dans le mystère de l'humain. Voilà. Je suis du coup, par contre physiquement, vous me verrez assez basique, assez impersonnel. Pareil, sans âge. J'ai l'air d'être dans la fleur de l'âge, trentaine d'années, quarantaine d'années, gentil avec nous. Mais j'en fais bien plus. Je dois avoir pas loin de 116 ans. Je suis vêtu d'une combinaison blanche assez ajustée en coton, parcouru de circuits électroniques qui ne se voient pas, qui se voient simplement de temps en temps. En fait, on a comme une espèce de petite lumière qui s'allume à un endroit et on voit les circuits un peu comme un circuit de neurones qui s'allument et qui se spread comme ça sur tout le costume. Et donc on voit ces choses-là arriver de temps en temps sur mon costume. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Et il y a de plusieurs couleurs. Et on retrouve aussi la même chose dans mes yeux. Si on observe bien mes pupilles, elles ont un reflet un peu différent, elles prennent la lumière différemment. Et on voit dans le fond de mes pupilles comme un espèce de circuit électronique qui, pareil, de temps en temps, on peut voir une espèce de petite étincelle et on peut voir ces circuits électroniques parcourus comme un réseau neuronal et s'éclairer. Voilà. Et je suis très très bien coiffé, très très bien coupé. Enfin, je suis vraiment très propre sur moi. Je donne pas l'impression de travailler comme technicien pilote, mais plutôt plutôt comme étant une blouse blanche. Donc Charlie, tu vois le capitaine et son second qui s'approchent de toi. Tu leur avais donné rendez-vous. Ce sont les 2 personnes que tu as engagées pour une expédition que tu organises. Mais tu souhaitais les rencontrer avant de partir demain matin, histoire d'échanger, d'apprendre un petit peu à se connaître, peut-être aussi de leur exposer quelques détails complémentaires sur l'expédition. Donc ça c'est à toi de voir. Effectivement, oui. Donc je les invite à la table quand je les vois arriver. Prenez place, messieurs. Je m'installe à la table et je suis très droit, tu sais, je me tiens très droit. Moi, j'ai juste un signe de tête quand ça c'est l'un vers l'autre, quoi. Juste un petit signe de tête. Madame Calderan, Monsieur Osvaldo, écoutez, enchanté de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous et de nous escorter justement donc demain
Pour cette mission, dont, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas la résultante. J'espère que votre réputation vous précède. Bah, écoutez, vous avez su mettre le prix pour engager le Gotama, moi-même et mon équipage. Écoutez, nous sommes à votre disposition. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus donc, Monsieur Genio Mendel, hein, que vous connaissez aussi, notre intermédiaire commun, a parlé d'un secteur non cartographié. Écoutez, c'est surprenant, mais peut-être m'en dire plus. Comment avez-vous déterminé la destination? Pour être tout à fait transparente avec vous, je travaille dans le milieu un petit peu de l'information. Et par rapport à un sujet qui me touche particulièrement, et la raison pour laquelle je vous ai employé, ma famille a disparu il y a de cela pas mal de temps, plusieurs années. Quand je parle de ma famille, je parle de mes parents ainsi que ma sœur. Et en parallèle de mon activité, j'ai toujours cherché à retrouver justement ma famille disparue. Donc et au fil des jours et des semaines qui passaient, j'ai réussi, encore une fois, à collecter quelques informations qui m'ont amené à penser que le vaisseau où il se situait donc a eu une certaine avarie et a été perdu donc aux coordonnées que je vous ai fournies. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on se rende là-bas. Sachez pour autant que je n'ai absolument aucune idée du secteur, je n'ai jamais mis les pieds là-bas, et c'est pour ça qu'en fait je me fie à votre réputation, en espérant que celle-ci ne soit donc pas usurpée, sachant que j'ai mis le prix comme vous me l'avez demandé. De toute façon, j'avais rapidement compris qu'on s'engageait dans une aventure périlleuse. Monsieur Osvaldo est passé hier à installer des composants additionnels au niveau du contrôle du moteur de saut. Écoutez, je n'ai pas bien compris à quoi servait ce matériel exotique, mais d'après les quelques mots qu'il a bien voulu me lâcher, c'était censé me protéger, me renforcer. Bon, Il très bien. est inutile de comprendre à quoi cela sert. C'est juste nécessaire. Très bien. Bah écoutez, j'en sais un petit peu plus, et donc j'ai bien compris. Donc une mission de sauvetage. Donc, écoutez, je comprends la famille, c'est important. Sachez que peu importe les moyens, seul le résultat compte. Je pense avoir été assez clair en amont par rapport à cela. C'était tout à fait clair. Bah écoutez, nous attendons demain à 10h30 au quai 3. Le vaisseau sera prêt et nous pourrons larguer les amarres. Très bien. Rendez-vous donc demain. Donc tu vois le capitaine qui se lève, qui vous salue, petit mouvement de tête, et qui prend congé. Je vais me lever, je vais tourner le dos et puis je vais te suivre. Et peut-être qu'à un moment donné, on va voir ma tête glitcher et je vais me retourner vers vous, du coup, vers la table. Et je vais vous lancer très philosophiquement. L'humanité choisit souvent la voie la plus facile, pas la plus judicieuse. Et je vais me retourner et puis continuer mon avancée vers toi. Très bien. Un petit mouvement de sourcil vers Charlie. Je te réponds avec un petit hochement de tête. Le lendemain matin, 10h30 GUTC, le dock numéro 3. Donc comme convenu, je me rends sur place. L'activité des docks s'arrête jamais. Hein. Tu vois des robots, des ouvriers qui savent faire, transférer des conteneurs de minerais qui viennent de Votan 3. Il faut vraiment que tu fasses attention. Tu as des convois automatisés qui circulent, qui traversent. Donc c'est une véritable ruche qui passe son temps, qui ne s'arrête jamais.
Barge, c'est 90. Ah. Booking autorisé. Ça, 4. 2. Tu peux apercevoir le capitaine Yanos, qui est un petit peu plus loin. Tu le vois en pleine discussion avec ce qui doit être un contremaître sur le dock. Et il te voit, il t'aperçoit, il te fait un petit signe de tête. Donc je me rapproche rapidement vers lui. Donc moi j'ai pris un sac à dos. Dedans il y a toutes mes affaires, encore une fois, d'un passé décidé, déterminé, prêt à partir donc pour cette mission qui me tient à cœur. Finalement ça va être une résultante de plusieurs années d'informations récoltées. Donc j'ai hâte de partir. Est-ce que où ils nous attendent, il y a le vaisseau, notre vaisseau, ou est-ce qu'on est un peu à l'écart, ou ils sont au pied du vaisseau, ils nous attendent? Il est près du sas, où tu as l'ombilic qui va jusqu'au vaisseau, jusqu'au Gotama. Le Gotama est arrimé sur une partie de la station. Donc là, c'est un dock où tu vas avoir tout un nombre de sas. La majeure partie sont utilisées par les barges industrielles qui font les allers-retours entre la planète et la station. D'autres vaisseaux gigantesques qui, eux, chargent le contenu des barges, partent pour d'autres destinations bien plus lointaines. Et lui, le capitaine Yanos, il occupe un des docks et il vous attend devant le sas. Est-ce qu'en étant... Ouais, je suis trop loin, donc je veux dire, je pourrais pas analyser le vaisseau d'où je suis avec mon scanner cybernétique. Je pense qu'on est trop loin pour faire ça. Oh, quand tu seras plus près, tu pourras. Ouais, ouais. je te pré-shot, Ouais. que je vais faire ça pour vérifier au cas où ça n'a pas eu des petits trucs mis dessus pour nous observer ou choses comme ça, nous pister. Ok. Donc la technologie de mon scanner de biométrique est dans la paume de ma main gauche en fait. Où j'ai, tu vois, c'est sans fil quoi. J'ai qu'à passer ma main et je peux analyser des données. Donc je ferai ça quand on sera assez proche. Le vaisseau a l'air en bon état ou Il est spartiate. rafistolé? C'est ça? Utilitaire. Utilitaire, d'accord. Ok. On voit le capitaine qui, Madame Calderon, Monsieur Osvaldo, bienvenue à bord du Gotama, je vous en prie, suivez-moi. Merci. Donc tu as le sas qui s'ouvre, l'ombilic, tu peux apercevoir la planète Votan 3 et la nuée de vaisseaux qui gravitent autour de la station. Et en effet, l'aménagement intérieur du Gotama, c'est spartiate, très utilitaire. Vraiment du métal brut à peu près partout. Donc, quelques millimètres d'alliage qui vous séparent du vide spatial. Mais c'est le cas de la plupart des vaisseaux de ce type. Donc c'est un vaisseau très simple, de classe Raider, une silhouette tubulaire, environ 140 mètres de long, en alliage de titane. T'as un ensemble de poutrelles, de tubuleurs centrales sur lesquelles sont griffés divers modules. Extrêmement modifiables, adaptables, tu vas en retrouver des millions à travers la galaxie et ils seront tous un peu différents. Une spécificité, c'est que les 2 tiers sont pris par système de propulsion. Tu as les réservoirs et les réacteurs qui ne sont pas accessibles depuis l'intérieur. Toute intervention technique sur le réacteur ou sur les réservoirs doit se faire en sortie, en combinaison. Et sinon, dans la partie avant, la partie pour l'équipage, très très simple. Tu as une soute, un module d'habitat cylindrique, des simples couchettes sur 3 niveaux. Tu as un module cryopode, un espace qui peut être aménagé en fonction du contrat, et arrimé à la proue, ce qui n'est pas des plus communs. Une petite spécificité du Gotama, tu as un dropship qui fait office de passerelle, qui donc permet aussi à l'équipage éventuellement d'intervenir à la surface d'une planète en se désarrimant et en laissant la structure principale en orbite. Ce que tu décris là, ça me pense à une question qui me vient. Avec mon masque, est-ce que je respire dans l'espace? Non. Non? Ok. C'est plus une aide que vraiment un dispositif. Ouais, c'est pas étanche, c'est pas intégralement étanche. Ouais. D'accord. Donc vous pénétrez dans le vaisseau et tu vois le fameux Isaiah, un vieux technicien, un vieux technicien en tout cas tel que vous pouvez le voir. C'est en effet, il semble plutôt âgé, assez petit,
plutôt voilà, assez costaud. Une vieille combinaison bleue qui, contrairement à William, est pas du tout immaculée. Donc c'est un vieux bleu de travail qui a dû lui servir depuis très 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 longtemps. Et vous pouvez constater, c'est qu'il est probablement aveugle. Parce qu'il a la moitié de son crâne qui est couvert d'une prothèse métallique. Vous voyez seulement une visière qui barre son regard. Vous le voyez voilà, en train de traverser, il vous jette à peine un regard et vous fait un petit signe de tête. Je fais un mouvement, tu sais, avec ma main où il y a ma technologie de scan, et je fais ça vers lui, et je veux juste ressentir s'il a de la technologie sur lui. Justement, un pad ou un truc, ou est-ce qu'il est vraiment en mode très à l'ancienne avec ses outils mécaniques. Non, tu vois qu'il a un pad très, très classique, un modèle parmi d'autres pour faire de la maintenance, pour diagnostiquer les systèmes de base du vaisseau. Tu vois que son masque doit en effet lui apporter la vision sur différents spectres, infrarouge, rayon X, ce qui peut être utile dans son métier. Tu vois aussi qu'il y a une particularité, c'est qu'il ce masque semble pouvoir le priver de tous ses sens aussi. Il y a une interaction neuronale qui lui permet de s'isoler complètement. J'ai un petit rectus sous mon masque qu'on voit pas. Du coup, je découvre ça. Est-ce qu'on a des quartiers spécifiques ou comment ça se passe? Non. Le capitaine, justement, écoutez, je vous laisse rejoindre l'habitat si vous voulez poser quelques affaires. Nous allons partir dès maintenant. Nous avons environ 1 heure et demie de vol jusqu'au point de saut. Je vous laisse vous installer. Les habitats sont voilà, par cette échelle, vous grimpez et vous avez un étage avec des couchettes pour vous. Parfait, je vais monter au premier étage, comme tu disais. Je suis ma collègue principale, quoi. Sans rien dire, on a autant des petits coups d'œil, comme je t'ai dit, puis vérifier s'il n'y a pas de système de mouchard, d'écoute ou je sais pas quoi à bord. En faisant un petit scan. Rien d'anormal. Le vaisseau semble plutôt dans une configuration standard. Tu détectes rien de particulier. Tu détectes bien que tes modules techniques qui ont été greffés au système sont bien opérants. Ils n'ont pas été modifiés. Donc de ce point de vue-là, tu peux être serein. Dans la foulée seulement, j'envoie un simple RAS sur le pad de Charlie, sans rien dire, juste. Ok. Vous constatez une fois arrivé dans l'habitat que c'est à peine moins spartiate. Il y a un peu d'isolant qui a été installé sur les parois. Un petit peu d'habillage pour le rendre légèrement plus confortable. Mais voilà, c'est rudimentaire. Par rapport à ce que toi, Charlie, tu as pu utiliser comme navire, certains navires de croisière pour hauts dirigeants, des clients par exemple, c'est à 2 années-lumière en termes de confort et de finition. Mais en même temps, ça t'est pas complètement inconnu parce que t'as déjà pas mal baroudé, t'as eu aussi plusieurs vies et donc conditions rudimentaires sont pas forcément rédhibitoires pour toi. Est-ce qu'on voit par contre l'extérieur ou c'est complètement masqué, feutré Non, t'as des hublots. Des hublots? Ouais, t'as pas de grandes baies de vision comme tu peux avoir dans certains navires, c'est plutôt des hublots renforcés, pas très nombreux. Tu peux apercevoir l'extérieur. Donc ouais, je vais me mettre à côté d'un hublot. Je suis toujours un petit peu un tantier nostalgique quand je fais des trajets. Toujours un peu perdu dans les pensées. Encore une fois, en pensant un petit peu à tout ce que j'ai pu accomplir, perdre dans ma vie, et sachant que là, je pense pouvoir toucher au but. En tout cas, j'espère toucher au but. Voilà, ça me rend un peu nostalgique. D'ailleurs, comme l'a indiqué le capitaine, vous entendez quelques minutes après des bruits métalliques, quelques vibrations dans la coque, signe que vous avez sûrement désamarré du SAS, du point de connexion avec la station. Et en effet, quelques instants plus tard, des vibrations dans le plancher au niveau du module font penser que les propulseurs sont activés, que vous vous éloignez petit à petit de la station. Là, vous savez que vous en avez pour quelques heures de navigation à vitesse
subluminique. William, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? De temps en temps, vous entendez peut-être une espèce de clé à molette qui tombe, un petit bruit métallique, et je suis en train de rafistoler des choses sous le tableau de commande, puisque du coup je pilote le vaisseau. Donc de loin, vous entendez ces petits bruits-là. Et je suis clairement au tableau de, enfin, au poste de pilotage en fait devant le. Mhm. Werner, Charlie, sinon est-ce que vous avez quelque chose à faire? Dites-moi, Werner, vous avez bien pris tous vos kits d'échantillons pour si jamais on est confronté à quelque chose là-bas? Je tape sur, tu sais, ma veste. Et je fais tout est toujours au même endroit. Parfait. Sachez que j'ai toute confiance en vous. Et sachez également que nous allons sûrement rentrer dans un secteur qui n'a pas été cartographié, donc c'est vraiment l'inconnu. Donc raison pour laquelle vous faites partie de cette mission. Hmm. Est-ce qu'à bord il y aurait de quoi vous prémunir de ce qui m'est arrivé, des radiations et autres? Alors j'ose espérer que le vaisseau est équipé à ce genre de problématiques. Maintenant, le capitaine peut peut-être vous renseigner plus amplement. Je vous conseille justement d'aller voir au cas où. Je vais jeter un œil et demander à cette synthétique. Et suite à ça, je cherche pas plus et je vais sortir de notre cabine pour aller en effet vers chez les androïdes qu'on a vus, donc ce que j'ai appelé le synthétique, là en échangeant avec Charles. Et Comme- t'en as l'habitude, hein, je sais qu'il n'y a pas de fin à la conversation, quoi, je pars. Je m'en vais. Tu m'as demandé une chose, je m'en vais. En fait. Comme indiqué William, il est au poste de commande, donc il est dans le dropship qui fait office de passerelle sur le vaisseau. Mhm. Voilà, au poste où il supervise le vol. Le capitaine est à côté, lui aussi sur une console. Ils sont occupés à préparer le moteur de saut et préparer tout ce qu'il faut pour le saut dans l'interespace, qui sera à peu près dans une trentaine de minutes où sera arrivé au point de saut, a priori. Est-ce que j'aurais reconnu peut-être je dirais un modèle ou quelque chose comme ça au niveau de ce cher Android? Est-ce que j'aurais quelque chose comme ça de familier en termes d'autres choses que j'aurais pu voir, des types d'Android ou je sais pas, une technologie particulière ou, Non, tu n'en as jamais rencontré, c'est un modèle d'accord. ancien. Très ancien, et tu n'en as jamais rencontré. Alors de par ta culture scientifique, technologique, tu connais l'existence de cette série, mais pour autant, t'en as jamais croisé pour de vrai. Hmm. T'as le capitaine qui se tourne parce qu'il sent une présence, il dit oui, monsieur Osvaldo, je peux vous aider? Un problème peut-être. Simple vérification et calcul de sécurité. Je voudrais avoir accès à votre terminal. Pardon? Qu'est-ce que vous cherchez? Je peux vous aider? Écoutez, Voyez-vous, nous allons dans un endroit inconnu. L'espace peut receler des dangers. Il faut être sûr d'être protégé. vous inquiétez pas. Le vaisseau est en bon état. Vous avez bien installé vos systèmes. Vous inquiétez pas. Vous êtes. Tout est aussi sûr qu'il peut l'être dans ce type de vaisseau. Écoutez, faites-moi C'est de- confiance. Votre patronne paye suffisamment cher. On a pris toutes les précautions. Derrière mon
ma visière rangée, on voit mes yeux qui se baladent autour de moi, que je constate le côté très précaire, comme tu nous l'as décrit, très, brut du vaisseau et ça, je regarde. Certes. Et comme un peu tout à l'heure avec Charlie, je me retourne et je m'en vais, je Quand retourne. au moment où tu vas te retourner, moi dans mes yeux, on va avoir une petite, tu sais, enfin justement cette petite lumière, cette petite étincelle qui va s'allumer. Et puis du coup, je comprends très bien que tu t'inquiètes. Et du coup, tu vas entendre des pas derrière toi se presser et tu vas me sentir m'approcher de toi au moment où tu t'en vas. Je étant déjà tourné, je regarde au-dessus de mon épaule pour te voir du coup Mhm. et te regarde avancer en entendant ce que tu vas faire au final. Mhm. Typiquement humain, la peur. C'est bien pour cette raison que vous êtes ici. Quand tu dis, typiquement humain, il y a je lève ma main droite et mon poignet en fait, il tourne sur lui-même. Pas entièrement. Je vois. Puis-je vous aider à surpasser ces peurs? Tu envoies, des données, tu sais, biométriques de mon corps et je dis juste, «Tout a l'air de bien aller. Rapport terminé». Et je commence à faire quelques pas pour avancer dans le couloir. De mon côté, donc je suis à côté du hublot et je vais juste m'affairer à vérifier que mon rifle fonctionne en état de marche. Donc voilà, j'essaye de prendre tous les paramètres possibles. Je regarde dans mon sac à dos que j'ai bien tout le matériel nécessaire. Et une fois que je suis rassuré par rapport à ça, je vais sortir vieille harmonica, tu sais, qui me suit toujours. Et je vais m'accoler vraiment à la fenêtre, mais je vais mettre mes genoux, tu vois, près de mon torse, et je vais commencer à fredonner un tout petit peu et jouer un petit air d'harmonica, mais quelque chose qui est très mélancolique, voilà, au fil du temps, les yeux un peu dans le vague et avec une certaine mélancolie. Bah, quand je suis, de retour dans la cabine, j'entends la musique et je respecte ce moment où je vais juste me coucher sur une couchette et de mon côté, on voit mes visières où, comme si elles se fermaient et en fait, je me passe le seul enregistrement que j'ai de mes parents, le seul souvenir où en fait, c'est une face caméra, ils parlent de leur découverte et je passe ça en boucle. En boucle, en boucle, je le connais par cœur, je pourrais le citer en même temps, et en fait, je regarde ça en boucle. Le temps passe, et dans quelques minutes, le Gautama sera prêt à sauter dans l'interespace. Tous les humains sont allongés dans leur pod. William, lui, supervise le processus. En tant qu'androïde, il n'a pas besoin de passer par le processus de cryo-sommeil. Et il est même chargé, en général, de superviser le vaisseau pendant ce temps de cryo-sommeil. Le vieil Isaiah n'en a pas non plus besoin, parce qu'il a ce casque qui permet de l'isoler d'un point de vue sensoriel de l'environnement extérieur et de protéger son système nerveux des étrangetés de l'interespace. Une dimension qui n'est absolument pas faite pour recevoir une conscience humaine. Chacun est installé et tu vois William, tu vois le capitaine qui s'installe et qui te fait qui te regarde, fait un petit signe-tête. William, je te confie le commandement du Gautama. On se revoit de l'autre côté. Tout va bien se passer comme d'habitude, capitaine. Et je continue à m'affairer de manière très méthodique, très méticuleuse et très professionnelle en fait sur tout le processus c'est de cryogénisation Cryo-sommeil, ouais. cryo-sommeil, ouais, voilà. Donc je vérifie, j'ai un petit bloc-notes électronique et
passe à côté de chacune des cellules et je check voilà que tous les voyants sont bien corrects et que toutes les données sont aussi correctes. Et toutes les données vitales en fait. Ouais. Tu vois ton capitaine, tous les passagers qui plongent dans le cryo-sommeil, le ronronnement sourd du système d'hibernation qui commence à emplir la pièce. Tout s'est passé normalement. Donc tu te retrouves seul dans le vaisseau avec le vieil Isaiah qui s'est isolé, qui en général, tu le sais, s'endort, complètement isolé point de vue sensoriel. Quel est ton sentiment à ce moment-là? Je me dis que en réalité l'humain est très pas l'humain, les organiques sont des choses très précaires en fait, des vies très précaires et j'en ai vu plusieurs passer. J'ai une longévité qui dépasse l'entendement humain et je me dis qu'en fait ils sont là à s'affairer sur leurs petites choses. Alors c'est vrai que là il y a une mission de sauvetage qui est typiquement humaine dans le sens où c'est il y a une espèce de notion d'amour en fait. C'est ce que je retiens de l'humain en fait là par rapport à ce qui a motivé en fait cette mission de sauvetage, mais au fond et je me dis que en fait ils en font bien beaucoup pour si peu, puisque de toute manière ce sont des éphémères en fait, ce sont des organismes éphémères pour moi et donc voilà, je me demande toujours le pourquoi du comment, quand est-ce qu'ils commenceront à essayer de réfléchir à leurs conditions et à essayer de s'élever un petit peu plus. T'es plongé dans tes pensées sur la passerelle où tu peux superviser que tout se passe bien. Tu vois le calculateur de vol interspatial qui défile. Et t'es surpris par une sortie précoce de l'interespace. Relativement brutale, mais sans dommage. Tu vois juste l'éclairage de la passerelle passer en jaune clair. Et quelques systèmes qui tombent, mais qui tout de suite repassent en phase de redémarrage. T'as perdu les senseurs longue portée, quelques systèmes secondaires, mais rien de très grave. T'es tout de même surpris, parce que l'indicateur de vol affichait encore 34 minutes et 46 secondes de vol interspatial. Et pour un esprit comme le tien, c'est assez agaçant de cette imprécision et ce sortie abrupte et précoce. Forcément. Tu sais que le processus de sortie du cryosommeil va démarrer dans quelques minutes, dès le retour dans l'espace normal. La procédure habituelle, c'est un enclenchement automatique. Donc tu sais que d'ici 15-20 minutes, les organiques vont te rejoindre. Si ça marche. Je ne réveille personne. Fin du scénario, voilà. Ce que tu peux constater, alors que les senseurs commencent à revenir, tu as un premier balayage longue portée. D'ailleurs, même, tu vois par le hublot que tu vois voilà, un vaste champ d'épaves. Ça te ramène des lectures assez basiques, des coquilles d'alliage métallique, pas de signature énergétique. T'as une étoile qui brille assez faiblement. T'as un trou-jâtre qui, au travers des différents hublots du dropship, d'ailleurs teinte toute la passerelle d'un rouge un peu sale, un peu sombre. Ce que tu captes de notable, c'est des signaux électromagnétiques et vitaux, sporadiques, mais qui reviennent avec répétition en provenance d'une lune qui orbite autour d'une planète. Planète pour laquelle tu ne discernes rien de particulier, enfin rien de net, si ce n'est des signatures énergétiques exotiques assez puissantes, fluctuantes, mais aucun signe traditionnel.
Bah, Rien de alors référencé que dans les banques de données du vaisseau. Ouais. J'étais en train de vérifier en fait, enfin du coup suite à l'arrêt, enfin à cette sortie du saut interespace prématuré, j'étais en train de vérifier du coup toutes les données du vaisseau, essayer de voir, enfin, voilà, qu'est-ce qui avait pu qu'est-ce qui avait pu interférer là-dedans, essayer de commencer à faire mes suppositions à une vitesse astronomique. Et effectivement, le fait de voir toutes ces nouvelles données, en fait, d'en t'apercevoir par la fenêtre et d'avoir ces nouvelles données visiblement de présence de matière organique sur ces niveaux satellites par lesquels on se rapproche. Pour moi, je me dis qu'il y a deux solutions. C'est ou quelque chose de mécanique, d'intentionnel nous a fait sortir de là, ou alors il y a une espèce d'espèce de faille en fait dans le tissu de l'espace qui nous a fait sortir là, et ce qui expliquerait du coup tous ces espèces qu'on peut voir par-dessus enfin à travers des hublots. Voilà, Ce que sans tu arriver à vois, plus de conclusions que ça. ce que tu peux voir dans tes données, c'est que les systèmes que Werner Osvaldo a installés ont plutôt rempli leur office. Que le flux d'énergie en effet était assez puissant. Tu vois qu'il y a des traces énergétiques puissantes qui ont pu traverser le vaisseau, qui ont peut-être la cause de la sortie de l'interespace, mais en tout cas pas de dommages sur les systèmes. Ils ont un peu surchauffé, certains redémarrent, mais globalement t'as aucun voyant en rouge, quelques voyants, je dirais jaunes ou oranges qui vont sûrement être assez simples à remettre en route. Rien C'est une de intervention grave en tout cas. Ouais, c'est une intervention extérieure en réalité qui a fait stopper le vaisseau. C'est ce que j'arrive à déduire de mon analyse. Ça vient pas du vaisseau ou d'une défaillance. C'est pas le de vaisseau système. qui est en cause. Ouais. Ok, très bien. Bah, du coup, je termine mon check. Je vérifie vraiment que tout soit nickel, que du coup cette sortie abrupte du saut interespace n'ait pas endommagé quelque chose qui serait pas relevé sur les capteurs ou peu importe. Et après avoir fait ce check, en fait, je prépare simplement le réveil des différents organiques qui sont endormis actuellement. Ok. En effet, tu peux superviser la fin du réveil qui a déjà, toi, c'est entamé de manière un peu automatique, vu la sortie, le retour dans l'espace normal. Tu vois qu'a priori, tout le monde est bien, les signes vitaux sont solides. A priori, pas de problème de ce niveau-là. Même chose, la surcharge n'a pas impacté ces systèmes. Ils vont être là d'ici à peu près 5 minutes. Le système embarqué de navigation du vaisseau, voilà, souvent anticipe certaines choses et fait des calculs à l'avance pour proposer des solutions. Il y a une petite IA non consciente qui est vraiment juste un système un peu malin pour anticiper certains besoins d'un vaisseau. Il trace quelques trajectoires. Il estime qu'à vitesse constante actuelle, il faudrait environ 2 heures pour atteindre le système planétaire qui a été repéré par les senseurs longue portée. Est-ce que à notre réveil, du coup, est-ce que je serais relié à ce que j'avais installé par rapport à mon scan? Et du coup, est-ce que j'aurais reçu des données qui vont nous sortir au réveil, quoi? Tu pourrais très bien t'interfacer avec les systèmes et relever des informations. Ouais. Tout à fait quelque chose que tu aurais pu prévoir. Une fois que je suis bien réveillé, disons. Côté cryopode, en effet, vous réémergez. Les visières, les verrières s'ouvrent. Donc là, vous êtes la lumière un petit peu qui monte progressivement, donc vous n'êtes pas vraiment aveuglé. Pour vous, tout est normal. A priori, vous êtes arrivé à destination. Vous n'avez pas forcément conscience que la sortie a été brutale, puisque le réveil se passe tout à fait normalement. Bah, en fait, je vois bien, tu sais, sur ma visière, là, un peu à la cyberpunk, un peu, où genre j'ai une donnée en attente, tu sais, ça clignote, tout ça fait on voit cette petite lumière sur mon côté, là. Ouais, t'as une notification. Que j'active, et après, ça s'écrit petit à petit, comme ça, un peu comme les ordinateurs années 90, là, ça s'écrit, les données qui s'écrivent sont... que tu peux voir aussi, je pense, Charlie, la visière doit être... on est côte à côte, c'est ça, hein?
Oh, j'imagine. Ouais, vous êtes aligné. Et tu vois mes données mais qui sont reçues en fait sur la visière.